suis un peu pragmatique, voilà, et en même temps, j'avoue que j'ai pas tout compris. Voilà. Je voudrais savoir comment je fais pour acheter ma baguette avec le Yukon. Alors, ce qu'il faudrait, si vous voulez utiliser une monnaie libre, vous ne pouvez pas le faire toute seule. N'importe quelle monnaie. Si demain vous voulez inventer une monnaie, vous allez toute seule et vous n'allez pas pouvoir échanger avec les autres. Donc alors évidemment, quand ce sera en place, pour répondre directement à votre question du boulanger, l'idéal, comme je le disais, ce serait d'avoir des cartes de paiement. Une carte de paiement basée sur les monnaies libres. Vous mettez votre carte dans le TPE du boulanger, comme vous le faites habituellement, vous faites un code, et à ce moment-là, vous aurez un affichage, et comme vous pourrez adhérer à plusieurs monnaies, vous allez choisir une monnaie pour échanger avec le boulanger. Et le boulanger, il n'est pas obligé d'accepter toutes les monnaies, non plus. Il faut qu'il en accepte au moins une que vous utilisiez, sinon ça ne peut pas marcher. Donc actuellement, aujourd'hui, clairement, c'est pas possible. À court terme, en Mayenne, quand ils vont mettre ça en place, ça va être surtout un système avec smartphone. Donc pour faire la transaction, en fait, le boulanger, il aura un scanner, et vous allez passer votre smartphone en dessous. En fait, il y a une espèce de, comme un code barre qui va se générer, ce qu'on appelle un flash code, et ça va être scanné, donc la transaction se fait automatiquement, comme vous le faites actuellement en fait. Ça ne va pas changer beaucoup par rapport à nos habitudes si on utilise des systèmes de cartes avec des TPE. Mais bon, tout ça c'est à développer. Donc il nous faut des électroniciens, des informaticiens, etc. Et il faut surtout aussi que tout le monde ait un smartphone. Alors dans un premier temps, oui, tout à fait. Le système de cartes, par exemple, ça peut être intéressant. C'est une idée que j'avais soumise aux développeurs. Mais c'est vrai qu'il nous faut des partenariats avec soit des fabricants d'appareils de télépaiement, ou alors nous-mêmes, pourquoi pas, avec le logiciel libre et l'Internet, aujourd'hui, on peut trouver des plans et fabriquer nous-mêmes nos produits. Moi, la question que je me pose, j'ai pas tout compris non plus, c'est que en fait, il faut déjà avoir une certaine réflexion pour l'utiliser. Donc ça va pas être... Comme toute... enfin, j'ai pas envie d'utiliser le mot alternative, mais bon, je vais l'utiliser quand même. Comme toute alternative économique, comme les monnaies locales complémentaires, par exemple, déjà, il faut déjà avoir réfléchi un peu à la question. Non, parce que la monnaie locale, c'est quand même des pièces, ou des billets du moins, et on peut aller chez le commerçant qui l'utilise, c'est plus facile. Alors à ce moment-là, pourquoi les gens utiliseraient plutôt une monnaie locale complémentaire que l'euro? Donc c'est-à-dire que c'est des gens conscientisés déjà. Alors là, c'est parce que derrière, il y a aussi l'idée d'acheter des produits faits correctement. Voilà. Voilà. Donc il faut déjà des gens qui ont un peu réfléchi à la question. Et déjà, si je dépense mes euros à Auchan, pour ne citer que, ou si je dépense ma monnaie locale complémentaire dans la map du coin, c'est sûr que c'est pas pareil. Donc c'est des gens qui ont déjà réfléchi à la question. Et justement, c'est ce public-là que, en tout cas, moi je pense qu'il faut toucher avec les monnaies libres, puisque justement, ils ont déjà fait un premier pas. Au Havre, nous, on a une monnaie locale complémentaire qui s'est mise en place. À Rouen, ils vont en faire une. À Toulouse, il y en a une. Bon, ça se développe beaucoup. Et en fait, ces monnaies locales complémentaires, l'avantage qu'on a, c'est qu'on relocalise les échanges. Mais le problème, c'est que comment elle est créée, cette monnaie locale complémentaire? En fait, elle est créée comme l'euro, puisque c'est des chèques déjeuner, en fait. C'est de la titrisation, on appelle ça. C'est-à-dire que vous échangez des euros contre des billets de MLC. Mais un chèque déjeuner, c'est pareil. C'est juste que je suis contraint, mes euros, je peux les dépenser où je veux, mais ma MLC, je peux la dépenser que dans certains endroits. Comme le ticket restaurant. Exactement pareil. Et donc, ça ne résout pas le problème de la création monétaire et de la course au profit. Et de la croissance permanente au collecteur. À une différence près, quand même, c'est que c'est les collectifs qui créent la monnaie. Chèque déjeuner, c'est une institution privée qui rend un service. Donc, oui, autant sur la tétrisation, autant sur la diffusion, on est entièrement d'accord. Mais on ne peut pas dire que c'est une non-création citoyenne. Aujourd'hui, ce sont des associations libres et citoyennes qui créent la monnaie, pour des monnaies complémentaires.
Alors c'est souvent sous l'impulsion effectivement citoyenne, 100%. mais derrière, il y a bien des banques. Il y a bien des banques qui stockent l'argent. Les banques sont pour les dépôts, mais on ne peut pas dire que la création monétaire est d'une banque. Oui, mais qu'est-ce qui a fait ces dépôts-là? Qu'est-ce qui a fait ces dépôts-là? C'est bien les crédits avant? Je ne dis pas l'inverse, je dis simplement que la création monétaire est le fait de citoyens. C'est ce que je voulais corriger. Alors, justement non. Puisque, en fait, comme c'est de la titrisation, c'est pas de la création. C'est de la titrisation. Vous prenez des euros et vous les échangez contre la MLC. Et les euros, d'où ils viennent, eux? Et comment vous faites pour avoir de la MLC si vous n'avez pas d'euros? Celui qui n'a pas d'euros, comment il fait? Exclu aussi? Certaines associations proposent d'émettre de la monnaie, et ce qui est important, c'est la monnaie qui tourne. Oui. Le dépôt. On sort de la monnaie du système financier. Alors, je sais pas, peut-être que vous expliquerez mieux que moi. Non, je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'en fait, là, il n'y a pas d'argent. Oui, on est d'accord. Ah, il n'y a pas d'euros Ouais, c'est ça. derrière. Ouais. Il n'y a pas un adossement à l'euro. On ne s'adosse pas à l'euro. C'est C'est la différence. Une locale complémentaire non adossée à l'euro. Voilà. Là, il y a de la création monétaire, entre guillemets, citoyenne. Oui, mais je ne connais pas les bons exemples. Vous en avez un à me citer? Non. Ce que j'ai cru comprendre dans ce qui était dit. Non, je ne connais pas d'exemple. Pourtant, j'ai essayé de voir, mais je ne connais pas de MLC qui n'est pas adossé à l'euro. Et généralement, d'ailleurs, qui imprime les billets des MLC? Répondez. Les banques. Mais non. Ou alors c'est une imprimerie qui est copain avec le banquier. Non. Mais non. Alors, si vous voulez, moi, je n'ai pas utilisé la MLC. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous conseille de vous entretenir avec Mathieu Bise. Il est facilement accessible sur Internet. Je l'ai fait venir au Havre c'est lui qui a fait la conférence au départ au Havre parce que je m'en sentais pas capable. Et lui, il a bien expérimenté les monnaies locales de Toulouse, le sol violette. Et clairement, là-bas, ce qui se passe, c'est que justement, l'imprimeur, c'est quelqu'un qui est en chemise avec la banque. Après, moi, mon expérience du H, je peux pas vous la dire, j'ai pas encore creusé, je vais les rencontrer la semaine prochaine. Qu'ils soient en chemise ou pas, en cheville. Qu'ils soient en cheville ou pas, c'est changeant. Ah, c'est parce qu'ils ont bien des intérêts en commun? Non, vous ne pouvez pas dire ça. Je travaille avec plein de monnaies complémentaires en France et en Europe, c'est pas vrai. Alors attention, je crache pas sur les monnaies locales complémentaires. Je dis juste que là, c'est pas la solution au problème de la création monétaire par crédit bancaire. On est d'accord. C'est ça, il est là mon discours. Et surtout, c'est une bonne initiative puisque ça relocalise les échanges. C'est déjà une bonne étape. Bon, après, ce qu'il y a, c'est que ceux qui ont mis en place les monnaies locales complémentaires ne se sont pas penchés sur le problème de la création monétaire. On appelle ça de l'obscurantisme souvent, que ce soit dans les médias principaux ou dans les journaux. Ce sujet-là est très rarement abordé. Et quand il l'est, surtout. Il y a une espèce de tabou, une chape de plomb sur le sujet. D'autres questions? Moi j'avais une question, c'est par rapport au crédit mutuel, parce que je ne connais pas ça. D'accord. Alors crédit mutuel, c'est tout bête. C'est si on est tous à zéro. On a une espèce de petit papier, comme un tableau Excel par exemple, avec les abscisses et les ordonnées. Et donc on va si par exemple je vous achète une chaise, vous avez fabriqué une chaise en osier qui est magnifique, et je vous l'achète et on se met d'accord sur un prix, par exemple 50 unités, hein, peu importe le nom de l'unité, et à ce moment-là, le crédit mutuel, c'est-à-dire que mon compte il passe à moins 50 et vous il passe à plus 50. On pourrait faire l'inverse aussi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que c'est vous qui me donnez la chaise, donc c'est mon compte qui monte. Et pas l'inverse. Donc ça, Gérard Fouché l'explique bien aussi. Et donc le crédit mutuel, c'est mis en place des fois par les CEL. Et donc, quand on s'inscrit au CEL, on est à 0. Et puis, même à 0, on peut dépenser. Et donc, on a une marge inférieure, une marge supérieure, une fourchette, à ne pas dépasser, pour éviter trop les abus. Et donc, même si je suis à 0, je vais pouvoir dépenser jusqu'à la fourchette basse, par exemple. Mais après, si je veux remonter, il va falloir que je contribue à la communauté, que
que soit je produise un service ou une valeur. C'est comme ça. C'est une sorte de jauge en fait, une jauge avec un zéro, et puis on monte, on descend. Voilà. Je trouve ça vraiment intéressant le concept des monnaies libres, vraiment. Mais en fait, comment motiver des commerçants à adhérer à ça, et surtout, au final, comment motiver des gens, en fait, comment vous allez faire en fait pour lancer la chose et dire, toi, tu peux rentrer dès le départ en fait dans la monnaie libre. Parce qu'en fait, en revenant à l'histoire du boulanger, à un moment, le boulanger, il achète sa farine en euros, et celui qui vend la farine, si lui, il n'est pas en monnaie libre, à un moment, il y a quelqu'un qui... Alors ça c'est plus Benoît Lavenier que j'ai cité tout à l'heure qui est à fond sur le sujet, parce que moi je suis c'est la première conférence que je fais, je maîtrise pas tout à 100%. Alors pour répondre à la question, comment on fait pour convaincre les commerçants? Déjà si on arrive à les convaincre de l'utilisation d'une monnaie locale, il y en a qui sont convaincus. La preuve, c'est qu'on a des monnaies locales. Ouais, mais là, vous venez de dire que c'était pas la même chose, et je suis bien d'accord avec vous. Ouais, Une monnaie c'est locale, pas la une même monnaie libre, chose. c'est vraiment pas la même chose. Ouais. Une monnaie locale, à n'importe quel moment, on peut la reconvertir en euros et la récupérer justement pour rembourser le crédit. Alors j'ai vu une explication qu'il a faite, Benoît, mais je suis pas assez calé. De mémoire, c'est une valorisation du stock. Ils arrivent à revaloriser le stock en euros, pour ensuite, après, voir avec l'administration. En fait, il faut convaincre tout le monde, mais pas convaincre surtout le tout départ de la chaîne. Celui qui a, par exemple, le puits de pétrole, quoi, qui permet de tout faire tourner, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, c'est sûr, l'idéal c'est de pouvoir acheter son alcool, son tabac et son pétrole en monnaie libre. Ça risque de poser problème. Et donc, du coup, alors en Mayenne, comment est-ce qu'ils vont lancer la chose et qui... Je sais pas, en fait, qui ça va toucher? En fait, dans les monnaies libres, déjà, les entreprises peuvent avoir un compte, mais les entreprises ne touchent pas de dividendes universels, déjà. Les comptes, en fait, il y a deux types de comptes. Il y a des comptes des utilisateurs et les comptes des entreprises ou associations. Et les utilisateurs reçoivent leurs dividendes universels, mais pas les entreprises ou les associations. Mais on peut ouvrir quand même un compte pour l'association ou l'entreprise en monnaie libre, et puis faire des virements dessus. Et on peut dire aux adhérents de mettre une partie de leurs dividendes sur le compte de l'asso pour que l'asso puisse acheter des petits trucs, par exemple. Ou même principe pour l'entreprise. Et c'est pareil, l'entreprise, je pense que ça va évoluer aussi. On aura d'autres formes d'entreprises qui vont émerger, moins centralisées, moins sous forme pyramidale, et plus démocratique et horizontale. Donc le principe des scopes, je ne sais pas si vous connaissez, c'est voilà. Donc clairement, moi dans le paradigme d'une monnaie libre, toutes les entreprises sont des scopes. Oui, je vois bien dans l'idéal. Ouais. Dans l'idéal. Qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui, demain, pour essayer que ça avance? Déjà, il faut développer les outils. Et une fois que les outils sont développés, il faut les utiliser. Et le Bitcoin, il n'a jamais attendu que les entreprises se mettent au Bitcoin pour que ça marche. 5 milliards d'euros. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin des entreprises pour mettre en place une nouvelle monnaie? Je suis pas sûr. Le Bitcoin est coté en bourse, je sais pas, vous disiez... Non, c'est pas ça, c'est qu'il est équivalent, c'est un marché d'échange de 5 milliards d'euros. Alors, bon, il y a tout un tas d'échanges, puisqu'évidemment, ça échappe un peu au contrôle habituel. Aussi, une phrase que j'utilise parfois sur les monnaies libres, c'est que actuellement, en fait, effectivement, si on met en place des monnaies libres, on officialise le black. Eh oui. Et en fait, ça pose problème ou pas, après ça dépend. Mais comme je disais tout à l'heure, si on veut vraiment utiliser des monnaies libres de manière étendue, avec les collectivités, eh bien à ce moment-là, il faut mettre en place des systèmes de cotisation ou de financement participatif pour mettre en place ces projets communs au niveau communal, par exemple. Rien que ça, déjà, si on pouvait faire ça, ce serait génial. Les impôts deviennent un versement volontaire. Voilà. Ouais, un versement volontaire des impôts, par exemple, pourquoi pas. On peut tout imaginer, l'important c'est qu'on sorte du système actuel. Parce qu'on voit qu'il va pas bien, il est pas bien, on va droit au mur. Les banquiers vont pas être d'accord quand même. Non. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ils ont les moyens de... Tu peux parler plus fort, Denis?
Oui, je disais simplement que les banquiers n'allaient pas être d'accord et que je pense qu'ils ont les moyens de contrer tout ça. Je ne pense pas. Enfin, je sais pas. Alors, bon, je viens d'avoir un master en gestion de projet de développement informatique, donc je connais un petit peu le sujet de l'ordinateur. Et donc aujourd'hui, ils peuvent rien faire. Si on met en place demain une monnaie libre, et puis qu'elle prend, si on devient des millions d'utilisateurs, hein, pour être optimiste, ils ne peuvent pas l'arrêter. Moi j'ai deux questions. Je voulais savoir par rapport au Ucoin, ce que vous pensiez, à quelle échelle vous vouliez le mettre en place, si c'est comme le Bitcoin et c'est international, ou si c'est à une échelle, je sais pas, d'un territoire bien donné. Très bonne question. C'est un territoire français. Très bonne question. C'est même un peu disputé au sein de la communauté des monnaies libres sur ce sujet. Parce que donc il y en a un peu comme moi qui pense qu'au départ, les initiatives citoyennes, ça marche au niveau local. Mais après, l'ingénieur, il vient vous voir et vous dit qu'est-ce que c'est le local? Pour vous, c'est quoi le local? Dites-moi. Définissez-moi le mot local. Ça dépend, il y a plusieurs échelles. Ouais. C'est pas évident, hein. J'ai été coincé, hein, parce que moi je suis comme vous. Hein. Pour moi, je suis pour l'action locale et ça commence par là. Mais quand on sort ça, et ben, l'ingénieur il vous dit c'est quoi le local pour vous? Alors c'est quoi? C'est à 100 km? Donc celui qui a 100 km, c'est plus local? Donc c'est vrai que c'est pas évident de répondre comme question. Et les développeurs, eux, qu'est-ce qu'ils vous répondent? C'est que non, on doit pouvoir l'utiliser tout de suite d'un bout à l'autre de la France, ou même de manière internationale. Voilà. Pour eux, les informaticiens, il n'y a pas de frontières. Ça n'existe pas, les frontières. Deuxième question, c'était est-ce que vous avez réfléchi à la non-virtualité de la chose? Parce que moi, ce qui m'embête beaucoup, le concept de monnaie libre, je trouve ça génial, mais le côté virtuel de l'argent, en fait, me déplaît complètement. Donc c'est là où vous avez dû rater un moment de la conférence. Ah bon, je me suis peut-être endormie, désolée. Parce que, donc en fait, l'euro, c'est 4... Je peux revenir sur le graphique. L'euro, c'est 90% de monnaie scripturale. Oui, non, mais ça, donc c'est complètement virtuel. Pareil. Non, mais ça, oui, j'ai bien compris. Virtuel. Mais justement, à mon sens, il faut complètement renverser la tendance, en fait. Eh oui. Et ça va pas se faire comme ça. Ben, je sais bien, mais du coup, partir sur un système complètement virtuel, d'emblée de jeu, où il faut que quelqu'un ait un smartphone, où il faut que quelqu'un s'inscrive automatiquement sur un serveur pour... je trouve ça un peu dommage, en fait. Oui, il faut que les outils se développent. Oui, non, il y a une expression dans le monde de l'informatique, on appelle ça user-friendly. User-friendly, ça veut dire que c'est facile d'accès, que voilà, le bouton, j'ai deux boutons, je mets mon nom, mon mot de passe, et voilà, c'est vite fait. C'est le cas, dommage, je ne peux pas faire de démonstration, mais c'est le cas de l'application mobile pour Android, par exemple. Ce sera le cas des versions pour PC, et puis sur n'importe qui, pour aller dans un cybercafé, aller sur la page, puisqu'il y aura une plateforme web, on pourra utiliser les monnaies. Donc comme aussi simplement que Facebook, par exemple. Je ne sais pas si aujourd'hui, je pense que dans le public, on a beaucoup de gens qui ont des ordinateurs, qui utilisent bien un logiciel de messagerie pour lire des emails, par exemple. Rien que ça. Et bien c'est exactement pareil. Il faut un login et un mot de passe. Une fois que vous êtes dessus, je recherche telle personne, et puis je lui fais un virement. Oui, mais ça, je suis d'accord, mais du coup, dans votre discours, c'était permettre à tout le monde d'avoir ça à portée de main. Mais c'est pas vrai, en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à Internet, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de smartphone, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'ordinateur. Ah, je suis d'accord. D'où les cartes de paiement. Il y aura un problème de D'où l'idée des cartes de paiement. Tout le monde utilise la carte bleue à l'heure actuelle, mais ce sera Ça dans notre pays peut-être, mais sur l'échelle de la planète. Alors si on prend par exemple l'Afrique, pour l'Afrique, souvent dans l'inconscient tout le monde, c'est un pays pauvre, enfin c'est un continent pauvre, ils ont rien, etc. Mais vous savez qu'ils ont plus de smartphones que de brosses à dents. Hein, ah bah oui, c'est une question qu'on peut se poser. Parce que c'est bien. Mais les faits sont là, c'est que bon, tout le monde est interconnecté. Mais c'est ça la solution. Parce que moi je suis écologiste aussi, j'ai beaucoup d'écolos dans mon entourage, et on s'inquiète beaucoup de l'impact de
de ce qu'on consomme sur notre environnement. Mais l'informatique, faut pas voir ça de manière malsaine comme ça peut être fait par les multinationales d'aujourd'hui. Ça peut être du progrès. Et ce progrès-là, par exemple, le fait qu'on soit tous connectés les uns aux autres, c'est ça qui permet la démocratie, et de se parler les uns aux autres et de créer des outils décentralisés. Sans ces outils-là, on est obligé de se référer à des icônes qui vont nous représenter, qu'on sera obligé d'élire, qui vont prendre des décisions dans l'intérêt de la finance, puisqu'on voit bien que c'est eux qui dirigent le monde, en fait. Hein. La monnaie dirige le monde. Negmaron, je crois, qui disait ça, une chanson. Donc voilà. Je vois qu'il y a une question qui... Non, mais comme on rentre ensemble, c'était pour t'aider sur la réponse. Sinon, on va passer à la mauvaise soirée. Dans toutes les monnaies, c'est le même problème. C'est-à-dire que c'est une notion soit de rupture ou de transition. Donc on voit bien que les monnaies libres ont une volonté de rupture par rapport à l'objectif. Donc ça, c'est tout à fait compréhensible. Ceci dit, dans l'objectif de transition, rien n'empêche d'une monnaie libre de décliner par un moyen de paiement, comme tu l'as indiqué, ou même de décliner en moyen papier pour des populations qui seraient en précarité. Donc finalement, on peut le voir à l'envers aussi. Hein, les monnaies complémentaires partent du papier, font du numérique, et peut-être iront aux monnaies libres, mais la monnaie libre peut le faire dans l'autre sens aussi. C'est une très bonne remarque. J'y avais jamais pensé. On va en parler ce soir. D'ailleurs, juste pour préciser, Claire, par rapport à la question du smartphone, là, les paiements qu'ils vont faire en Mayenne, ça va être avec ce qu'on appelle un QR code, donc un code barre. Et ce QR code, tu peux tout à fait l'imprimer sur les billets. C'est-à-dire que au niveau du système de sécurité, tu peux très bien avoir ce code barre qui est imprimé sur le billet et du coup il peut servir dans la transaction, il peut se noyer dans la transaction, que ce soit smartphone ou billet imprimé. Donc il n'y a pas de limite technique en fait, si tu veux, là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir, même pour notre collectif, si on commence par une monnaie locale complémentaire. Voilà, ça peut être tout à fait un objet de préparation à un passage numérique. Et complémentaire, hein, parce qu'effectivement, les personnes qui n'ont pas de smartphone voilà, ne sont pas exclues de ce système-là. C'est une question plus technique du fait que la monnaie libre est à dividende universel. On est d'accord qu'au moins si tout le monde commence à 0 par exemple sur son compte, au moins 12, il y aura eu 12 fois les dividendes. Alors, non, il y a juste c'est ce qu'on appelle l'initialisation de la monnaie. J'étais confronté à ça quand j'ai mis en place ce serveur. C'est un point que j'ai pas compris. Bah oui, mais 10% de 0, ça fait combien? D'accord, en fait c'est sur le montant. Donc en fait, il faut un montant initial. Il faut que les comptes, les premiers qui initialisent la monnaie, il faut qu'ils aient quand même un montant initial sur leur compte. Parce qu'après, pour créer la monnaie avec le dividende, bah, si tout le monde est à 0, si tu prends 10% de 0, bah, ça fait 0. Et 0 divisé par le nombre d'utilisateurs, ça fait toujours 0. Donc il faut toujours que les utilisateurs initiaux qui démarrent la monnaie aient un minimum sur leur compte pour pouvoir calculer 10% pour la fois d'après. D'accord. Mais dans ce cas, ça veut dire que bon, on a 1000 unités au début. Parce que c'est un point que je ne comprends pas encore. Et du coup, on prend par rapport au montant que tout le monde a sur ses comptes. Alors non, tu prends la masse totale, donc les 1000 par exemple, si on est une dizaine de pattes et on a lancé une monnaie libre, eh bien s'il y a 1000 au total, on augmente de 10%, donc la masse va passer de 1000 à 1100, et les 100 qui sont créés, on les divise en 10. C'est ça que c'est ça le dividende universel. D'accord. Mais au bout d'un moment, au final, par exemple à moi plus 12, on va quand même être en création monétaire. Ça va avoir une sorte d'inflation. Oui. Du coup... C'est pas le bon terme, mais la masse monétaire va augmenter de 10%. Il y a une augmentation de la masse monétaire. Ouais. Et du coup, il y a deux questions. Comment, justement, les questions d'inflation, c'est géré. Et l'autre point qui est souvent abordé par rapport à la création monétaire aussi de l'euro, c'est une création monétaire infinie n'est pas compatible avec un monde fini. Donc comment la monnaie libre gère ça en fait? C'était surtout ça. Ok. Je sais qu'il y a tellement de choses j'ai pas réussi à intégrer que c'est pas toujours évident, mais j'en ai parlé.
c'est sur ce graphique-là, c'est quand on change de référentiel. Voilà. C'est-à-dire que dans le référentiel, comme tu disais, bah, ça augmente de manière infinie, exponentiellement. Mais si je change de référentiel, je ne compte plus mes échanges en unités, mais je les compte en dividendes, le graphique il donne ça. C'est-à-dire qu'en fait, ta monnaie, elle n'augmente pas. Du coup, si tu changes de référentiel, tu passes dans le référentiel du dividende, eh bien, la monnaie fond. Avec un taux, bon, la formule c'est mal affichée tout à l'heure, mais c'est par rapport à cette fameuse espérance de vie. Donc, la monnaie fond, et en fait, elle est recréée par le dividende universel, et en fait, du coup, la masse est constante, puisqu'on compte en relatif. C'est ça que je comprends. Comment elles font en fait? C'est vrai que c'est pas évident à choper. J'avais fait un exemple, mais c'était trop matheux. Sur lequel on m'a dit faut que tu l'enlèves, il y a trop de maths. Alors en fait, ce qui se passe, c'est si par exemple, comme tu disais, on a 1000. On a 1000, et puis là on est une bande de copains, ici, la communauté. Et puis il y a 1000 unités monétaires, il y en a 1000 en circulation. Donc la période d'après, on passe à 1100 unités monétaires. Donc les 100 qui sont créés, bah, si on est 10, bah, on en donne 10 chacun. Jusque-là, c'est bon. Donc la fois d'après, bah, on augmente de 10%, donc 10% de 1100, ça fait 110. Donc on passe à 1210. Donc les 110 en plus sont reversés à tout le monde. Donc tout le monde touche 11, etc. Et donc là, on est dans un référentiel, c'est un référentiel d'avant. On est dans ce référentiel, hein, c'est-à-dire qu'on compte en unités. Si je compte en dividendes, donc là, il y a 1000 unités, on va passer à 1100. Donc, par personne, un dividende, il sera égal à 10 unités. Ok? Mais la fois d'après, il sera égal à, on a dit, 1,1, à 11, pardon. On voit que le dividende, du coup, il augmente de 10% à chaque fois. Forcément. Et donc, en fait, l'idée, c'est de dire... Mais c'est toujours le même nombre de dividendes. Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours le même nombre. Si je fais 1100 divisé par 11, j'ai 100 dividendes en circulation. Si je fais 1000 divisé par 10, j'ai 100 dividendes en circulation. Si je fais 1210 divisé par 1,21, ça fera pareil. Et donc, la masse est constante. Et donc en fait ça veut dire que le boulanger, lui, il va afficher sa baguette, c'est 1 DU et pas... Bah, par exemple, oui. Alors après c'est là où il faut une échelle correctement. Le dividende il est annuel. Donc si j'ai 1 pour toute l'année, ça va être difficile. Pour payer ma baguette, je vais la payer en 0,0000001 dividende. C'est un peu galère quand même. L'unité de référence sera bien du coup le DU. Voilà, exactement. Pas l'UM. C'est ça. Le principe de relativité, il est là en fait. D'accord, c'est ça qui vous C'est qu'il faut changer de référentiel. C'est comme Galilée, en fait, bah, Stéphane Laborde il utilise cet exemple-là dans ses conférences. Quand au début on croyait qu'on était dans un système où la Terre était le centre du système, et puis bah, après on a changé de référentiel, et tout de suite le mouvement des planètes était plus joli, et on pouvait le calculer plus facilement. Et en fait, c'est toujours pas vrai. La Terre ne tourne pas autour du Soleil. Le Soleil tourne autour encore. Hein. Donc ça crée un mouvement encore beaucoup plus compliqué. Mais si on change de référentiel, eh bien, on voit quelque chose qui est plus joli mathématiquement. Ouais. Alors, du coup, ouais, ça amène la question suivante. T'es à la troisième, t'es au 3e mois de création monétaire. De création de dividendes, il y a une 11e personne qui s'ajoute. Dans le calcul, ça donne... enfin, comment cette nouvelle personne, tu crées du coup un dividende universel supplémentaire, comment tu répartis la masse monétaire? Alors, il y a plusieurs solutions, je ne sais plus laquelle était adoptée dans les logiciels, mais par exemple, on peut très bien dire que bah, la création monétaire, au lieu de la partager en 10, bah, maintenant on va la partager en 12. Mais un dividende reste un dividende. Sachant que ça ne bouge pas. Hein. Un dividende, il reste toujours un dividende. Peu importe c'est un montant régulier, il reste un... Ou alors tu peux dire, bah, le nouvel arrivant, il arrive avec un compte qui est crédité à temps. Par exemple, bah, le montant d'un dividende, par exemple, pourquoi pas.
Donc ça pose pas de problème. Et du coup, question suivante, quand tu as une personne qui se soustrait au système, quand tu as une personne qui se soustrait au système, quelle que soit sa raison. Hein, pareil, alors son compte est détruit, tout simplement. D'accord. Et les unités. Et du coup, les unités, enfin, du coup, la masse monétaire aussi. Ouais, les unités qui vont avec aussi. D'accord. Donc il ne peut pas faire de profit. Non. Non. Là, le profit, justement, il est. Enfin, il faut voir aussi. Là, on est sur. Là, on est sur toute une vie humaine. On est sur toute une vie humaine. La fonte, entre guillemets, c'est pas vraiment une fonte, mais la fonte dans le référentiel dividende, eh bien, elle est compensée par les dividendes qui sont versés. Donc la masse totale, elle bouge pas. Mais sur une vie entière, en fait, on peut quand même s'enrichir par son travail. Ça n'empêche pas. Hein, celui qui est, par exemple, dans un système comme celui-là, il peut y avoir celui qui dit « Bon, moi, je suis bien chez moi, j'aime bien prendre le soleil, faire pousser mes légumes, m'occuper de mes enfants, voilà, ça me suffit, mon DU qui tombe. » Et puis il y a l'autre d'à côté, il dit « Moi, je peux pas m'arrêter de travailler, il faut que je coupe du bois sans arrêt parce que j'adore poncer bois, faire des meubles et tout ça, puis il vend plein de meubles. » Et bien lui, il va en accumuler des chiffres. Seulement, c'est pas parce qu'il aura bien marché pendant une période que ces chiffres vont avoir eu un impact sur l'économie de demain. Et donc en fait, cette fonte, elle se fait plutôt lentement en fait. C'est... là, il faudrait que je calcule, non, je peux pas le faire de tête. Mais ça fond assez lentement. Donc là, par exemple, c'est sur une espérance de vie entière. Donc là, on part de 0 en bas dans les abscisses, et là, on arrive à 80 ans à la fin. Donc si on avait des gens à la naissance, par exemple, il y en a qui démarrent à 55, et un autre qui démarre à 2. Eh bien, on voit qu'avec le temps, en fait, progressivement, ça tend vers la médiane. Mais vous voyez, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Et s'il n'y a pas d'activité, hein, c'est s'il n'y a pas d'activité. Sans activité. Et donc là, on voit que pour se rejoindre, il faut bien au moins une trentaine d'années. Parce qu'il y a quand même la course au profit. Ah oui, mais la course au profit, elle est engendrée par la manière dont on crée les chiffres. Et si on avait des chiffres qui ne seraient pas créés ex nihilo avec intérêt, on ne serait pas obligé de courir derrière les chiffres. On n'aurait plus besoin. Oui, c'est parce que la qualité intrinsèque de ta monnaie libre, c'est qu'elle n'a pas d'intérêt. Et c'est pour ça, c'est que avec ton travail, tu vas accumuler de la richesse, mais en fait, cette richesse que tu as accumulée, elle ne va pas se multiplier. Il n'y a pas d'intérêt dessus. Si tu la laisses sur ton compte, tu n'as pas de compte de placement, tu n'as pas d'intérêt. Il n'y a pas de création. Il n'y a pas de création supplémentaire en fait. Là, la monnaie reste une réserve de valeur, mais comme tu dis si bien, elle ne peut pas faire des petits. C'est pas parce qu'on a bien travaillé un moment qu'on va pouvoir vivre de son capital. Celui qui veut s'acheter une voiture. Faire une prochaine vie. Oui, par exemple. Alors, il faut savoir aussi un truc que j'ai pas dit ce soir, c'est que dans le prix des choses qu'on achète, il y a plus de la moitié du prix, c'est de la dette. Donc si on n'avait pas une monnaie créée par la dette, tout ce qu'on achète coûterait 2 fois moins cher. Oui. Ouais. Donc déjà aussi, il faut s'imaginer ça. Donc ce serait peut-être beaucoup moins compliqué d'acheter une voiture. Bon, si on relocaliserait la production, elle coûterait peut-être plus cher, je ne sais pas. Mais en tout cas, alors il y a aussi un truc important, c'est la monnaie libre, elle ne résout pas tous les problèmes. En tout cas, s'il y a encore des problèmes dans l'économie, malgré l'utilisation d'une monnaie libre, ça voudrait tout simplement dire que les problèmes ne seraient pas dus à la manière dont on crée les chiffres. La monnaie libre, elle vient juste dire on va créer la monnaie de manière égalitaire dans l'espace et dans le temps entre les hommes et les femmes, de génération en génération. Mais elle ne vient pas dire qu'il y a des gens qui vont quand même essayer de détourner le système ou de produire plus, tout ça pour embaucher des gens et puis que ces gens-là soient à leur service. Enfin, ça n'empêche pas. Après, c'est des comportements. J'ai du mal à comprendre que les entreprises... Parce que la monnaie libre, c'est pour les entreprises vont l'utiliser. Ce serait bien.
Pour l'instant, on ne sait pas trop qui l'utilisera ou pas, parce qu'on en est au début. C'est plutôt pour les citoyens alors. Oui. À la base, quand même, au départ, oui. Parce que c'est vrai que l'entreprise, pour l'instant, son but, c'est de faire des bénéfices. Alors, nous, citoyens, si on veut aller acheter, je sais pas moi, une machine à laver ou une maison ou une voiture, et qu'en face, on ne peut pas le... Pour l'instant, vous n'allez pas pouvoir. Oui. Forcément. C'est comme le sel. Vous faites partie d'un sel ou pas, par exemple? Ouais. Un sel. Système d'échange local. Oui, tout à fait, je connais ça. Ah, d'accord. Ben non. Voilà. Voilà, exactement. On ne peut pas acheter sa maison. Chez nous, c'est des galets. On appelle ça des galets. Ouais. Alors, on ne peut pas s'acheter sa maison ou sa voiture en galet, actuellement. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais qui sait, demain, par exemple, on est de plus en plus nombreux à utiliser ces systèmes-là. Au début, on était vraiment marginaux. Et puis, je monte ma start-up. Et puis, je vais pouvoir peut-être trouver des clients qui l'utilisent. Au début, peut-être pas, mais après, peut-être. Mais ça va être long à changer aussi les habitudes. Si on veut que, dans mon idéal, par exemple, au début, quand j'ai connu les sels, je voulais que toute la France utilise le sel. Ça me paraissait un peu naïf comme manière de penser, mais en fait, oui, j'ai un projet de développement d'une plateforme, si j'ai le temps, pour faire une espèce de sel national. Et sur ce sel-là, vous pourrez utiliser ce genre de monnaie, par exemple. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il faut le temps de développer les outils et tout, donc c'est pas les banques qui vont les financer. Voilà. Donc il y a un crowdfunding d'ailleurs pour le projet en Mayenne. J'ai pas mis l'affiche, je crois. Donc pour ceux qui veulent donner 10 €, tout ça, pour aider le développeur, il y a un crowdfunding. On aura des unités pour démarrer? Alors oui, pour ceux qui sont généreux, il y aura des unités en monnaie libre qui seront offertes en cadeau. Moi je vois pas trop d'intérêt. Mais... c'est en Mayenne pour l'instant, c'est en Mayenne. Donc les commerçants mayennais adhèrent au projet. Donc eux, ils vont pouvoir le lancer. Et la population locale est de plus en plus au courant aussi. Donc il y a un vrai travail de fond à faire aussi, je pense, d'abord avant peut-être la mise en place des projets comme ça à grosse échelle, à grande ampleur. Pierre-Jean, sur la légalité, la législation, est-ce que tu as des informations J'ai touché du doigt l'autre jour un article sur le sujet. Apparemment, tant que ça reste justement dans le domaine comme les sels, entre citoyens, donc ça pose pas trop de problème. Là, ça rejoint la question que je sais plus qui a posée tout à l'heure sur les entreprises, où j'avais répondu qu'on pouvait revaloriser le stock en euros, etc. J'ai lu un article sur le sujet, mais je ne maîtrise pas. Donc au niveau légal, on peut le faire. Au niveau citoyen, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Après, au niveau des entreprises, faut que j'approfondisse le sujet avec Benoît qui connaît bien le sujet. Oui, parce qu'il faut que l'État va pas faire cadeau de la TVA, des charges et tout ça sur le travail. Je crois pas comme ça. Mais pour comment dire, étayer toute cette réflexion, vous vous appuyez sur les connaissances de juristes, d'économistes, vous avez nommé... Alors vous avez vu, niveau juriste, je suis à 0. Mais au niveau économie, oui. Mais je dis ceux qui réfléchissent, j'imagine que vous avez aussi des juristes pour vous appuyer. Ah oui, puisque donc, on a des juristes pour nous appuyer, oui et non. Parce qu'au départ, comme je disais, c'est un ingénieur qui a écrit la théorie relative de la monnaie. L'idée s'est développée, donc il y a des développeurs informatiques qui l'ont rejoint. Et donc il y en a un, donc celui qui est en Mayenne, lui il a son entreprise. Il a son entreprise, il a un expert comptable, tout ça, un juriste. Il connaît un peu plus il est plus dans l'institution, on va dire, dans les institutions. Donc lui pourra plus répondre à vos questions que moi sur ce sujet-là. J'espère que pour la semaine prochaine, je vais pouvoir approfondir le sujet, parce que j'ai une autre conférence. Du papier. J'aurais également une question par rapport pour les projets collectifs d'envergure. Par exemple, pour qu'une société fonctionne, il faut aussi, quand il y a création de richesse, il faut que ce soit aussi pour peut-être
parfois créer un projet collectif. Vous avez cité tout à l'heure construction d'écoles, voilà. Comment ça pourrait se mettre en place? Si jamais on avait une commune avec une mairie en démocratie réelle, par exemple, démocratie participative, il y a 1 ou 2 exemples en France là, qui arrivent à se mettre en place, eh bien on pourrait choisir démocratiquement ensemble de dire les projets communs, on les finance en donnant une part de notre dividende universel, par exemple. Ça peut être, tout à l'heure on disait, un don libre. Pourquoi pas? Parce que les projets, même votés démocratiquement, on n'est pas obligé d'y adhérer non plus. Donc pourquoi je paierais pour un projet qui ne m'intéresse pas? Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec l'imposition de l'État sur nos activités. C'est ce qui se passe, c'est qu'eux, ils financent des projets, mais on n'a peut-être pas envie d'y adhérer, nous, au projet. Et donc, en fait, celui qui détient la création monétaire, c'est lui qui détient la création du monde, en fait. Il devient Dieu. On devient Dieu, c'est-à-dire que je vais créer de l'argent pour les projets que je crois. Je vais pouvoir fabriquer le monde à mon image. Et donc, je pense que si on est ici ensemble, c'est qu'on a un esprit un peu démocratique ici, et on aimerait bien que le monde soit à l'image des gens, et pas à l'image des multinationales ou des gouvernements. Alors justement, sur la question de ce financement des projets communautaires, puisqu'on détient la création monétaire, est-ce que vous avez envisagé le cas où, au lieu de piquer sur les comptes de chacun en dividende universel, on ne créerait pas de la monnaie supplémentaire? Pour les projets en commun? Oui, il y a besoin d'une école. On sait que ça va coûter tant en temps, et donc on crée la masse monétaire équivalente. Si on veut que le principe d'égalité énoncé par la TRM, par la théorie relative de la monnaie, perdure, c'est-à-dire que tous les hommes sont égaux face à la création monétaire, on ne peut pas faire ça. D'accord. C'est à partir du moment où il y a des organismes, des institutions qui peuvent créer de l'argent plus que les autres, on perd le principe d'égalité. Donc, c'est obligatoirement la communauté qui finance en prenant sur son dividende. Voilà. Et on n'est peut-être pas obligé aussi d'être 100% de la communauté. Sur certains projets, on peut peut-être 60% de la communauté à financer, sur d'autres 70%. Sur des petits projets qui intéressent très peu de monde, on peut être peut-être que 20% de la communauté à financer aussi. Si on y croit vraiment, on n'est pas obligé de le financer à hauteur égale. Ça peut être biaisé parce que comme des projets peuvent être moins intéressés, les jeunes ne vont pas vouloir investir pour les maisons de retraite et les vieux ne vont pas vouloir investir dans des skateparks. Sauf qu'il n'y aura peut-être pas assez de jeunes pour financer tout le skatepark et il n'y aura peut-être pas assez de vieux pour financer toutes les maisons de retraite. Ouais, faut voir. Il n'y aura pas besoin de l'économie va se gripper. Et c'est vrai que là, on rentre dans des espèces de simulations, comme si on pouvait faire une simulation de l'économie. Je pense que ce qui manque en fait, c'est l'expérience. Ce qui manque à ça, c'est l'expérience. Parce qu'on sent intuitivement qu'il y a quelque chose derrière. On sent que voilà, on a quelque chose d'égalité, on crée la monnaie ensemble, on finance. On sent qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais on ne l'a pas expérimenté encore. C'est ce qui manque. Et donc justement, personnellement, j'aimerais bien, aussi si le temps me le permet, mais on ne peut pas être partout, développer un système de simulation économique sous forme de jeux vidéo, par exemple. On a le problème, pour ceux qui font un peu de jeux vidéo, maintenant, on a de la monnaie virtuelle dans les jeux. Et on peut acheter cette monnaie virtuelle contre de la vraie monnaie euro. Et alors cette monnaie virtuelle aussi, on peut la gagner aussi en faisant des niveaux, etc. Et des fois, pour nous inciter à venir jouer tous les jours, ils nous offrent de la fausse monnaie pour débloquer des trucs, etc. Candy Crush, par exemple. Et bien, dans d'autres jeux, par exemple FIFA, les jeux de foot, etc., maintenant, ils ont mis on peut parier sur les joueurs et tout ça, et on peut même injecter de la vraie monnaie euro aussi. Alors on peut acheter des biens virtuels, alors, si on a un jeu par exemple avec un petit personnage qui se déplace, on peut lui acheter un chapeau virtuel au personnage avec des vrais euros. Et on peut acheter des vrais pulls avec des bitcoins. Donc en fait ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des monnaies complètement numériques et virtuelles
avec lesquels on peut acheter des objets réels. Et il y a des objets complètement virtuels, comme le chapeau de mon personnage dans mon jeu, que je vais pouvoir acheter avec des euros. Donc en fait, là aujourd'hui, il y a une frontière qui est complètement floue avec tout ça. Il y a eu un jeu qui s'appelle Second Life, qui a réuni des millions de joueurs. C'était une vie virtuelle, donc on avait un personnage, on pouvait construire une maison virtuelle, avec une rue virtuelle, une voiture virtuelle. Et en fait, il y a des gens qui se sont spécialisés dans la construction d'objets virtuels, et il y a une place de marché où vous pouvez les acheter en euros. Vous pouvez acheter un lit pour votre personnage virtuel en euros. Ils sont vrais, les euros sont virtuels. Sachant que les euros sont virtuels. Donc c'est virtuel contre virtuel. Voilà. C'est le mot de la fin. Il faut que les gens soient joueurs. Pour Bah, il faut que les gens soient joueurs. La vie est un grand jeu en fait. C'est un peu grave. C'est un terrain de jeu. Bah non, c'est pas un terrain de jeu parce que l'argent aujourd'hui, ça a servi beaucoup de gens et je suis pas sûre que ce que vous avez expliqué, ça va faire une évolution parce que ça s'adresse à des initiés. C'est très dur à gérer. Moi, j'ai même pas de téléphone portable. Je suis désolée, j'ai une relation avec les gens chez qui je dépense de l'argent. J'essaye de dépenser local et je pense que si on veut relocaliser les économies, si on attend d'avoir mis des systèmes pareils en place, on le fera jamais. Faut Oui, avec les euros déjà. Oui, parce que si j'ai bien compris, vous êtes dans la réflexion de voir quel type de monnaie locale vous allez pouvoir implanter ici, en fait. Hein, c'est ça. Moi, j'en suis à est-ce qu'il faut. Est-ce qu'on a besoin de faire toutes ces monnaies pour relocaliser l'économie? Les monnaies locales, je les vois comme protection contre les attaques qui sont faites par les multinationales et l'Europe, enfin l'Europe entre guillemets, contre la Grèce par exemple. Là, il faut, pour la résistance, pour sauver l'économie grecque, et sans doute l'économie française dans un temps qu'on ne sait pas encore, là, il faut créer une monnaie locale pour que l'économie puisse continuer à vivre en dehors de tous ces systèmes qui sont en train de tout miner. Mais on est quand même, enfin, moi je suis un peu gênée en tant que tout ça c'est virtuel, parce que c'est sur la vie des gens. Ah oui. Il y a de plus en plus de gens qui s'appauvrissent et tout, et c'est ça qu'il faut qu'on change. Donc pour moi c'est ça le problème important, le reste ce soit par... voilà. Alors si les monnaies qu'il faut créer c'est hyper difficile à gérer pour le franc citoyen, je sais pas comment on fera. Alors, en fait, c'est pas compliqué à gérer, puisque comme avec... en tant qu'utilisateur, vous avez juste un compte, puis vous payez des gens avec. Mais à la base du compte, il y a le fait du revenu de base. Il faut déjà que là, les hautes instances décident de mettre le revenu de base en place. Enfin, en fait, c'est deux projets. Voilà, c'est deux projets différents. Il y a le revenu de base, comme je disais, par financement qu'on peut mettre en place avec les institutions, par cotisation, prélèvement, etc. C'est en débat en ce moment à l'Assemblée. Il y a des projets, je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais il y a des expérimentations en Europe, au Canada. Si c'est fait par les multi, moi je me pose des questions. Mais... Oui, non, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. S'ils mettent ça en place, c'est peut-être pour continuer à s'ouvrir leur pouvoir aussi, etc. Et à entretenir la consommation permanente, etc. Donc, mais je pense que si on utilisait, enfin ça c'est ma conviction personnelle, si dans 100 ans, admettons, on utilisait tous les monnaies libres, et je pense qu'on n'aurait plus ces phénomènes d'obsolescence programmée, de course au profit, d'obligation de produire pourquoi? Pour créer un besoin qui n'existe pas encore, plutôt que de répondre aux besoins réels. Ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui. On demande au service marketing de développer un produit pour lequel vous auriez un besoin, mais vous ne l'avez pas encore manifesté ce besoin-là. Mais une fois que le produit est sorti, ça y est, vous avez créé le besoin, les gens en achètent. Et ils ne peuvent plus s'en passer. C'est vrai que si on était dans des monnaies libres, on aurait... Le smartphone, par exemple. Ouais, par exemple. Alors, pour la petite pub, du coup, j'ai franchi le pas parce que comment ils sont fabriqués les smartphones, ça ne va pas. Et donc, vous pouvez acheter le Fairphone. Fairphone. F-A-I-R. Comme en anglais, ça veut dire juste. Et donc, en fait, c'est une entreprise européenne. Donc, malheureusement, bon, c'est pas français, mais c'est fabriqué de manière éthique et durable.
Et donc les composants intérieurs peuvent se remplacer assez facilement si ça tombe en panne. Et ça, vous l'achetez sur Internet? Oui. Et c'est pas complètement cher pour l'instant. C'est pas des... Et surtout, enfin moi ce qui m'a touché, c'est surtout que c'est pas les enfants qui vont dans les mines pour récupérer les minéraux rares. Les minéraux, ils sont quand même récupérés. Ils sont récupérés plus forcément. éthiquement. Plus mais éthiquement, c'est pas encore le pire. Ouais. Donc le Fairphone, le seul. C'est moins pire. Ouais. C'est le moins pire des téléphones. Je crois qu'il y a une entreprise française qui reformule des. J'ai pas de nom, je suis désolée. Oui, qui reconditionne. Voilà. Oui. Et qui vend. Bon, après, on s'écarte de notre sujet. Ça, c'est français. Ouais. J'en ai entendu parler. Mais en fait, vous craignez pas non plus, à force de parler de monnaie libre, etc. On imagine, hein, ça prend. Avec l'esprit humain, il va y avoir des concurrences de monnaie libre et on va repartir dans... Alors oui, bah, chacun essaie de monter son petit truc. Par exemple, le logiciel Bitcoin, parce que à la base c'est un logiciel Bitcoin. Le logiciel Bitcoin, au début quand il a été lancé, ils ont lancé une monnaie, le Bitcoin. Et aujourd'hui, en fait, en circulation, il y a 500 monnaies Bitcoin. Est-ce qu'ils sont en concurrence les uns contre les autres? Pas forcément, je pense que c'est des communautés différentes. Chacun veut lancer, tester. On est aussi dans l'expérimentation là. Les citoyens commencent à découvrir qu'ils peuvent mesurer eux-mêmes leurs échanges sans passer par les banques. Hein. La preuve, les CEL avaient déjà compris. Et sur Internet, avec les outils, maintenant ça commence. Donc ils expérimentent. Donc, comme le logiciel est libre, vous pouvez télécharger votre logiciel Bitcoin, l'installer, et puis initialiser une communauté qui utilisera votre monnaie et lui donner un nom. Par exemple, le Granville Coin. Et puis c'est possible, ça vous pouvez le faire demain matin. Même ce soir, vous téléchargez le logiciel. Il faut juste après avoir des utilisateurs. Non, parce que le Bitcoin, je crois pas qu'il y ait beaucoup de commerçants qui l'utilisent. Ah bon? Ah bon? Oui, c'est ça, vous demandez à l'étranger comment ça se passe. Monsieur a l'air de connaître. Moi, je sais pas du tout. Le Bitcoin, en fait, je me suis penché il y a très peu de temps, mais ça m'intéresse pas de l'utiliser, donc du coup... Oui, parce que par rapport à ce que tu expliques, c'est complètement inverse, parce que c'est une monnaie spéculative, le Bitcoin, qui provoque volontairement la rareté dans son émission. Donc ça utilise la même technologie, mais ça a une volonté très spéculative. Et donc forcément, les entreprises sont intéressées, puisque vous générez du profit. Donc ça pose deux problèmes, effectivement, spéculation et entreprise. Et qui dit entreprise dit problème de loi, puisque là on n'est plus dans les CEL, et donc s'il y a des entreprises, on tombe sur l'émission de monnaie électronique. Donc il faut savoir qu'au niveau de la Banque de France, c'est interdit en France. Donc, sauf si on est mineur. Tenez, vous me rappelez justement le débat qu'on avait eu, et je crois. Vous êtes sûr de ça, que le monnaie électronique, parce que pour moi, j'avais lu que, à vérifier, que en fait ce qui était interdit, c'était l'émission de monnaie papier. Ah non, la monnaie papier, ce qui permet que toutes les monnaies complémentaires de France fonctionnent aujourd'hui. La Banque de France a prononcé il y a 1 an et demi le cadre juridique d'émission. Donc on peut créer de la monnaie papier si elle n'est pas liquide et il n'y a pas de rendu de monnaie. Ça c'est monnaie papier, il n'y a aucun problème. Donc il y a 40 monnaies qui fonctionnent comme ça en France. Par contre, dès qu'on tombe dans l'électronique, il y a un certain nombre de dispositifs obligatoires vis-à-vis de la Banque de France. Ah oui, pour les entreprises. À partir du moment où vous mettez les entreprises, si vous faites un échange entre vous de temps, etc., il n'y a pas de souci. Maintenant, pour le reste, c'est plus compliqué. Il faut que nous, on soit avertis, que ce soit pas cette monnaie-là. En fait, toutes les monnaies électroniques, en tant que telles, répondent au même texte. Donc là, à la limite, que ce soit celle-ci, que ce soit une monnaie, le Bitcoin, complémentaire, Faircoin aussi. La forme électronique, ça ne change rien. Le billet coupon, si vous le faites en papier, là, juridiquement, il n'y a pas de problème. Il y a deux conditions. Qu'elle ne soit pas sécable, c'est-à-dire que vous n'aurez que des billets de 1, 2, 3, 21, 32 si ça vous amuse, comme dans le film demain. Et en plus, vous ne pouvez pas faire de rendu de monnaie. C'est-à-dire que si vous achetez un article 4,50 € et que vous donnez 5 grands billets, le commerçant ne peut pas vous rendre 50 centimes. Donc vous devez donner 4 grands billets plus 50 centimes d'euros. Voilà. À partir du moment où vous respectez ces deux conditions-là, la Banque de France vous notifiera qu'il n'y a aucun problème. Oui, c'est pas ça que je veux dire, c'est que nous qui sommes très très novices dans le système, on pourra se tromper sur Internet.
Et la Banque de France qui on, parle. on voit le nom, et on se trompe. Et on continue. En fait, vous choisissez votre monnaie, votre communauté. En fait, c'est vous qui choisissez votre monnaie et votre communauté. En fait, c'est vous qui choisissez la monnaie et la communauté dans laquelle vous voulez rentrer. Si vous avez un choix, si vous avez des choix de plusieurs communautés, c'est à vous à la rigueur, soit de... D'ailleurs, si vous allez rentrer dans une communauté, généralement, c'est parce que vous avez soit des amis qui y sont déjà, avec lesquels vous allez pouvoir échanger, et donc du coup, surtout si en plus vous êtes novice, vous ne savez pas trop, vous n'allez pas vous lancer toute seule dans une monnaie. Vous allez y aller parce que vous avez des amis qui l'utilisent. Généralement, c'est plutôt ça. Donc, mais après, rien ne vous empêche de tester comme ça. Moi, j'ai des copains, ils font que ça. Ils téléchargent tous les logiciels, toutes les monnaies basées sur Bitcoin, ils les testent. Il y a de la spéculation derrière, donc ils essaient de spéculer avec. Ils essaient de jouer avec. Mais pas d'argent, là. En fait, c'est pas comme dans la monnaie locale complémentaire où on va échanger des euros contre de la monnaie locale. Ah oui, là, voilà. Là on n'est rien. Oui. C'est pas adossé à l'euro, hein, donc il n'y a pas de risque. Tu auras 100 unités et c'est tout. Il n'y a pas de risque. Et tu vas gagner des sous. Comme le sel. Le sel, tu n'échanges pas d'euros dans le sel. C'est pas c'est des grains de sel. Mais à plus grande échelle. Voilà, c'est un sel international, si on peut dire. Avec les monnaies libres, on peut mettre en place un sel international. Sans lever le petit doigt. Et sans utiliser d'euros. Et là, tu peux être riche en unités machin, là, et puis ne pas avoir un sou en euros, c'est pas grave. La richesse est relative suivant les individus. Et puis un Picasso, par exemple, j'ai un très bon exemple. Le Picasso, 250 000 $, mettons, vendu à Paris. Donc ça augmente le PIB de 250 000 $. Le gars le revend, le Picasso. On remonte le PIB de 250 000 $ encore. Si vous prenez le Picasso, puis vous allez voir, je sais pas, en Amazonie, par exemple, je crois qu'il y a quelques tribus encore indigènes qui restent, vous leur donnez le Picasso, et ils vont peut-être lui trouver un intérêt esthétique et l'accrocher au mur. Et puis il y en a, il dit bah ouais mais c'est moche, moi je préférais faire un feu avec. Et donc en fait la valeur des objets elle est relative suivant les individus. Donc de ce fait-là, la théorie relative de la monnaie elle respecte ce phénomène-là. C'est qu'on est libre de mesurer les valeurs. Il n'y aurait pas un problème de confidentialité ou de surveillance je sais pas, Alors oui, on peut se poser la question, c'est une bonne question. Comme la base de données elle est libre et partagée, effectivement toutes les transactions peuvent être lues par n'importe qui. Alors ça, ça ne pas tout. Ah oui, parce que tu as des choses à cacher. Ah bah non. Ce qu'on peut voir, c'est l'identifiant des utilisateurs, et encore faut-il le connaître, puisque c'est une chaîne cryptée. C'est une chaîne cryptée en fait. C'est comme si vous aviez votre nom qui était crypté, avec l'émetteur, le destinataire et le montant de la transaction. En fait. Tout ça c'est crypté. Mais c'est libre. C'est-à-dire qu'après, comme le code est libre, on peut très bien s'amuser à décrypter avec un logiciel, etc. Est-ce qu'il peut y avoir des litiges? Et s'il y a des litiges, il faut bien les résoudre, donc connaître les gens, enfin, les gens derrière les codes. Justement par rapport à Oui, après, les problèmes des litiges, ce serait peut-être plus à résoudre avec l'intervention de tribunaux ou des choses comme ça. Et justement, il y aura, comment on appelle ça, de la jurisprudence bientôt, là, avec juste les crypto-monnaies. Je vous ai parlé des monnaies libres, mais il y a plein d'autres idées qui sont en train d'émerger et de naître. Pour moi, actuellement, c'est plus égalitaire, qui respecte l'homme, l'individu, qui est vraiment en lien avec l'activité humaine. C'est la seule que j'ai trouvée. Mais il y a plein d'initiatives un peu partout. Et il va falloir que le législateur se positionne par rapport à tout ça. Comme les législateurs, c'est les litiges. C'est pour ça, alors il y en a qui veulent prendre les armes et faire la révolution. Moi je dis, utilisons les monnaies libres. Voilà. Non, c'est les informaticiens qui... Voilà, c'est ça. Tu vas chercher un endroit ta carte bleue. Tu n'as pas besoin d'un nombre d'ordinateur forcément. Tu
tu vas à un endroit comme le collectif de mosquées. C'est ça, après avoir par exemple dans les tabacs ou les postes, avoir des terminaux où tu peux recharger ta carte. Ouais, pas besoin de PC. C'est comme quand on ouvre un compte, on va à un endroit, on fait. ouvre un compte, on a une carte. Il faut déjà faciliter. Déjà, c'est pas évident de se dire de changer de référentiel. Déjà, c'est pas simple. Ouais, moi j'avais. Il faut que je creuse parce que. Ah oui, oui, non, mais. Moi c'est pareil, j'ai pas encore des compris. Il faut le revoir pour bien le comprendre. C'est vraiment un autre concept. C'est ça. Tout est complètement chamboulé. On change de paradigme total. Moi, il m'a fallu plusieurs fois des conférences avant de comprendre. C'est une bombe. Enfin, en fait, c'est comme le revenu bas. J'ai trouvé ça très génial. J'ai trouvé ça Alors, bah, faut essayer surtout qu'on soit tous au courant que ça existe. Que ça peut exister. En tout cas, merci à tout le monde. Merci. Merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout et d'avoir écouté. Merci à toi.